Chers internautes, bonjour, bienvenue sur ACTV, la chaîne au cœur de l'actualité présidentielle. Pour ce nouveau numéro de l'émission L'invité, nous allons recevoir le président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Il s'agit de Dr Dansa Kourouma. L'entité qu'il dirige a été créée en 2002. Elle regroupe l'ensemble des organisations modernes et traditionnelles, apolitiques et non gouvernementales, œuvrant pour le développement socio-économique, politique et culturel de la Guinée. Ainsi, le CNOCS travaille pour la promotion d'une paix durable et une démocratie effective dans notre pays. Le tout conformément aux lois et règlements en vigueur en République de Guinée. Bonjour docteur. Bonjour. Voici brièvement présenté le CNOCS. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez à rajouter? C'est tellement bien dit, je ne suis même pas capable de reprendre cette définition telle que vous l'avez faite. Et ce qui est important à rajouter, le CNOCS est une structure faîtière et qui regroupe des organisations thématiques non gouvernementales. Oui. Et il y a une organisation verticale qui est composée de réseaux nationaux, le Forum des ONG, la Fédération des artisans, les unions des ordres socio-professionnels, les réseaux de jeunesse et de femmes. Et une organisation, je disais horizontale tout à l'heure, verticale, il y a un conseil national, 8 conseils régionaux, 38 conseils préfectoraux et communaux et 305 conseils sous-préfectoraux. Donc c'est une véritable superstructure qui est organisée de la base au sommet et dont toutes les instances de gouvernance sont renouvelées sous la base d'un congrès électif. Voilà, aujourd'hui, le monde est confronté à une crise sanitaire et la Guinée n'est pas à l'exception. Quelle est l'implication de votre organisation pour la lutte contre cette pandémie qui fatigue tant le monde? D'abord, chaque fois que la paix sociale, la sécurité intérieure et le bien-être de la population guinéenne est menacé, le CNOCS est interpellé. Alors, quand Covid-19 a été aussi déclaré sur le plan mondial, nous avons sorti une déclaration à travers une alliance qu'on a mis en place, appelée Alliance des OSC pour la prévention et la riposte contre Covid-19. Cette alliance est composée de 11 organisations chapeautées par le CNOCS. Et notre objectif est de contribuer à soutenir les efforts de l'État pour lutter efficacement contre la maladie. En quoi faisant? En analysant et critiquant les stratégies nationales de riposte, en mobilisant la population à travers la sensibilisation, l'éducation civique et en les organisant à mieux lutter contre la maladie. L'État ne peut pas tout faire pour le citoyen. Donc c'est pourquoi notre action a consisté dans un premier temps à analyser le plan de riposte national et à faire des critiques objectifs par rapport à ce plan de riposte nationale dont nous avons estimé que sa conception n'a pas été participative. Ça n'a pas pris en compte la volonté de l'ensemble des acteurs de la vie nationale. Je veux parler des entreprises, le secteur privé, à travers le patronat. Oui. Je veux parler des syndicats, syndicats des travailleurs, les syndicats du secteur informel. Je veux parler des ONG, qui sont des maillons essentiels en matière de politique sociale dans un pays. Alors, on a vu un plan très vertical qui a quitté le sommet pour atteindre le citoyen. Oui. Il y a eu aussitôt une réaction par rapport à ce plan, parce qu'il y a beaucoup de volets de la riposte qui ne sont pas pris en compte. Donc, la perspective du plan devrait permettre à toutes les composantes sociales, politiques et économiques de la Guinée à apporter leur grain de sel et en construisant une unité d'action ou une union sacrée autour de la volonté du gouvernement. Et cette unité sacrée ne peut pas être obtenue sans que les acteurs clés ne soient persuadés par la volonté du gouvernement à associer tout le monde à la riposte. Vous avez fait cette interpellation. Avez-vous été entendu? Oui, je crois oui, parce que il est très difficile d'interpeller dans le contexte sociopolitique guinéen. Le plus souvent, quand on critique le gouvernement, on nous colle toutes sortes d'étiquettes d'opposants. Et quand on critique l'opposition, on nous colle l'étiquette d'appartenance au pouvoir. Quels que soient les stéréotypes qui existent en Guinée, quels que soient les préjugés, nous avons opté
pour une société où les valeurs morales doivent s'imposer sur les valeurs politiques. Voilà, récemment, après avoir décrété le port obligatoire du masque, le président de la République a donné 2 millions de masques pour les Guinéens et ces masques seront distribués par la société civile en partenariat, je vais dire, avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Où en sommes-nous dans cette distribution? Alors, l'une des mesures d'ailleurs que nous avons estimées proactive et pertinente, c'était la décision qui a été prise par le chef de l'État de mettre à contribution les artisans guinéens pour confectionner des masques sur la base de standards validés par l'ANSS. C'est des masques faits maison et des masques qui sont réutilisables. Il suffit seulement de les laver et de les repasser pour que ça soit réutilisé. Mais en effet, ce qui me semble être pertinent, c'est que c'est la rapidité de production de ces masques. Donc le CNOCS, à travers l'Alliance des OSC pour la riposte contre Covid-19, s'est mobilisé. Nous avons installé dans les quartiers de Conakry les brigades sanitaires. Les brigades sanitaires sont composées de jeunes hommes et de jeunes femmes du quartier qui se désignent volontairement avec l'appui du chef de quartier, auquel on donne une formation rapide à travers sur WhatsApp pour qu'ils apprennent les mesures, les gestes barrières et la stratégie de riposte nationale et les mesures de précaution à prendre. Dans chaque quartier, il y a une brigade composée de 10 à 20 personnes et cette brigade, à travers le chef de quartier, identifie les familles vulnérables parce qu'on ne peut pas avoir un masque pour un Guinéen avec la situation actuelle. Donc on identifie les ménages vulnérables avec le chef de quartier et la demande de masques est faite et nous acheminons les masques dans le quartier, le chef de quartier décharge et les brigades sanitaires se mettent à notre disposition pour distribuer individuellement les masques dans tous les ménages qui ont été cités et le chef de ménage signe la quantité de masques dont son ménage a bénéficié. Alors au jour d'aujourd'hui, 47 quartiers de Conakry ont été touchés et nous avons distribué 140 000 masques en 2 semaines. Alors c'est peu par rapport aux objectifs, par rapport à la population de Conakry. Ça fait un seuil de couverture d'environ 10-12%, mais nous voulons atteindre la vitesse de croisière parce que l'épidémie, la maladie elle-même progresse avec une vitesse de croisière. Oui. Alors il faut que la distribution s'arrime avec cette rapidité de positivité des cas. Donc nous estimons couvrir les 140 quartiers de Conakry dans un mois où près de 60% de la population, en tout cas ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un masque, des masques chirurgicaux, vont être dotés en masques. Donc, en résumé, c'est une action que nous menons avec beaucoup d'enthousiasme. Ce n'est pas régulier que la société civile coopère avec une telle ambiance, avec le pouvoir, mais comme c'est un problème de santé publique, c'est un problème, c'est la maladie, c'est la souffrance de nos concitoyens, quel que soit ce que les gens penseront, nous allons nous lever pour soutenir les efforts du président, les efforts du gouvernement, et d'ailleurs, nous interpellons tous les acteurs sociopolitiques de la Guinée à se serrer les coudes pour lutter contre la maladie, pour lutter contre Covid-19. Je m'adresse à la population. Et si les autorités prennent des mesures administratives, des mesures sécuritaires ou sanitaires, il faut que la population respecte ces mesures, parce que c'est dans leur intérêt. Oui. Sinon, les cimetières seront bondés, parce que Covid-19 n'a pas épargné les Américains, n'a pas épargné les Russes, n'a épargné personne. Alors si les Guinéens mettent leurs divergences au-dessus, Covid trouvera un terrain propice pour s'épanouir. Et ce n'est pas ça que nous voulons à ce stade. Alors jusque-là, parlant de la distribution de ces masques, vous n'avez parlé que de Conakry. Qu'en est-il de l'intérieur du pays? Pour le moment, notre plan de distribution concerne Conakry, Dubreka, Koya et Forêt-Karia. Le Grand Conakry. Le Grand Conakry. Nous voulons ceinturer Conakry. Et il ne s'agit pas de distribution. Nos missions ne sont pas perçues comme des missions de solidarité. C'est aussi des missions d'éducation. Parce qu'on explique à la population... Donc à côté, il y a la sensibilisation, et l'information. Mais aussi, il y a, il y a le contrôle sur l'utilisation des masques à travers les brigades sanitaires. Nous n'avons pas eu encore une très bonne intelligence avec les autorités sur le plan que nous voulons dérouler. Nous voulons avoir des brigades sanitaires dans les quartiers. Au lieu de 15-10 personnes, nous voulons aller à 25-30 personnes.
et mettre des barrages filtrants à l'intérieur de tous les quartiers affectés pour que ceux qui rentrent et ceux qui sortent soient connus et leur température soit contrôlée. Tant qu'on n'agit pas à l'intérieur des quartiers, il sera très difficile de contenir l'épidémie parce que les contacts sont à l'intérieur des quartiers. Les ménages vivent dans une promiscuité qui n'est pas favorable au respect des gestes barrières. À côté des masques, nous avons distribué près de 1400 kits dans Conakry. Et tous ces kits-là ont été donnés par l'ANSS. Et ces kits-là sont déposés auprès des ménages qui ont plus de 50 personnes et dans des lieux où il y a des regroupements naturels. Même si les regroupements sont interdits, vous savez, il y a des petits cafés dans les quartiers où il y a des ménages où les gens vivent dans des situations difficiles. Donc, nous faisons de telle sorte que les kits soient installés avec le dispositif de lavage des mains et le savon pour aider les familles à se protéger contre la maladie. À ce niveau, peut-on parler avec le niveau d'incivisme qui règne dans notre pays, peut-on dire que la population a compris la gravité de la situation sanitaire? Alors, j'ai l'impression qu'il y a des relâchements, mais tout le monde sait qu'il y a Covid-19, surtout. Je l'ai dit avant même que les premiers décès soient enregistrés, je dis Covid-19, c'est le contre-pied d'Ebola. Tout à fait. Ebola communautaire frappe les familles pauvres qui ne prennent pas les mesures sanitaires pour l'enterrement ou des familles qui ont des difficultés d'accéder à l'eau potable ou à des moyens nécessaires d'hygiène. Mais Covid-19 a tapé la classe supérieure, le sommet à la base. Ça veut dire quoi? Les moyens de riposte doivent être différents. C'est pourquoi la réduction du rythme dans le secteur administratif, dans l'administration, mais aussi dans le privé, et les mesures qui sont prises pour le respect de l'hygiène sont des mesures qui ont aidé à contenir l'épidémie. 3400 cas peut-être, ça paraît obnubilant pour certains, mais moi je crois que l'Afrique d'une manière globale est en train de faire échouer Covid-19, contrairement aux pronostics accablant de l'OMS. Oui. On va clore le chapitre Covid-19. On va parler de la société civile guinéenne. Peut-on parler de l'existence d'une société civile en Guinée aujourd'hui? Alors, même en m'invitant sur ce plateau, ça prouve à suffisance qu'il y a une société civile. Mais au-delà de ça, depuis 2002, je suis dans les ONG. Moi, toutes les fonctions que j'ai occupées dans la vie nationale et sur le plan international, c'est comme acteur de la société civile. Je défie n'importe quel Guinéen qui peut me coller une étiquette de mon appartenance à une entité politique, quelle que soit cette entité. Je revendique la société civile pure et dure, et la première société civile, et la plus organisée, et la plus grande, et la plus reconnue sur le plan national et international. Je ne suis pas un ancien ministre, un ancien ambassadeur, un leader politique en disgrâce qui a changé de manteau pour venir créer une société civile. Je suis la société civile originelle. Nos prises de position ne sont pas politiciennes, c'est des prises de position sur l'intérêt de la nation. Mais ça peut faire mal à la mouvance, ça peut faire mal à l'opposition. L'essentiel qu'on soit en harmonie avec les textes qui nous gouvernent. Donc, il y a bel et bien une société civile en Guinée, mais rassurez-vous qu'une société civile, c'est l'engagement d'un groupe de citoyens ou d'organisations qui poursuivent les mêmes objectifs et qui mettent en place une gouvernance interne basée sur le consensus, sur la participation et sur l'émulation. Alors, s'il n'y a pas ces valeurs-là, cette société civile n'est pas légitime. Mais tenez-vous bien, la manipulation, le contrôle de la société civile est un combat continu de l'élite politique, quel que soit son bord. Mais il revient à nous, les acteurs, de résister. Parce que notre mission est une mission de veille, d'alerte, d'interpellation et de proposition, mais aussi d'action. Alors, si le gouvernement est responsable de l'action publique, de sa coordination, de son efficacité, de son efficience, nous, on trouve le terrain de faire de telle sorte que le gouvernement, les actions du gouvernement prennent en compte les préoccupations de la population. Donc, nous ne sommes pas des gouvernements bis ou des gouvernements parallèles, mais nous sommes des contre-pouvoirs pour permettre au gouvernement de comprendre les enjeux de la société, de comprendre les préoccupations des citoyens et de les prendre en compte dans la formulation, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques et dans tous les domaines de la vie. Donc, nous sommes des partenaires, mais aussi des contrepoids.
Donc nous aidons les sociétés à mieux comprendre la dynamique aussi de développement. Donc d'une manière globale, il faut que les gens comprennent la perception de la société civile. Ce n'est pas aussi comparable aux activistes individuels qui existent, qui sont des éléments de la société civile, mais qui ne sont pas la société civile, parce qu'ils ne sont pas organisés autour d'une volonté collective. Il y a un problème de légalité, de légitimité qui se pose. Donc bref, la société civile reste énigmatiquement divisée autour d'un certain nombre de visions, mais cette division est créée et caricaturée par l'élite politique qui veut avoir une main basse sur la société civile pour continuer à tirer la population par le nez. Nous refusons cela. Nous sommes, le marché politique est organisé, l'offre politique et la demande politique. Nous aidons les citoyens à être plus exigeants face à l'offre politique. Et ne donnez pas leur suffrage à n'importe qui. Ce travail d'éducation et d'émancipation de la population, c'est notre mission. Mais ils sont libres de choisir qui ils veulent, à condition que les règles de choix respectent les lois de la République, la Constitution et le Code électoral. Nous avons parlé de politique et aujourd'hui, il y a un groupe qui est sur le terrain à la fois politique et sur le terrain de la société civile. Il s'agit bien du FNDC. Quels sont vos rapports avec vos confrères du FNDC? D'abord, je précise, et c'est très clair, le CNOCS n'est pas membre du FNDC. Je l'ai dit à la création du FNDC, je répète, que c'était prématuré, prétentieux et populiste. Les 3 P, je les aligne encore. Je ne suis pas membre et je n'en serai pas membre. Le CNOCS, dès que le FNDC s'est créé, le CNOCS était déjà sur le terrain de défense de la Constitution. Mais nos règles de conduite interne, notre charte ne nous permet pas de nous liguer à des partis politiques pour faire une revendication sociale. Et cette revendication sera aussitôt teintée politiquement ou récupérée. Donc je ne fustige personne, je ne contrarie personne, mais je ne suis pas avec le FNDC et le CNOCS n'est pas avec le FNDC. Et les 5000 associations qui sont membres du CNOCS ne sont pas du FNDC. Il faut bien qu'on comprenne que nul n'a le monopole du combat citoyen. Chacun doit le mener en fonction de son histoire, en fonction de ses objectifs et en fonction des principes internes qui le gouvernent. Donc il n'y a pas d'amalgame à faire et la majeure partie de la société civile guinéenne n'est pas FNDC. Il faut que je sois très clair avec vous. Il y a bel et bien des associations FNDC, mais l'écrasante majorité n'est pas FNDC. Il ne faut pas confondre le combat citoyen et le combat politicien. La nuance, c'est d'ici à l'Algérie. Aujourd'hui, le FNDC, je vais toujours continuer avec le FNDC, il parle de la reprise des manifestations. Qu'est-ce à dire pendant cette période de crise sanitaire? D'abord, tous les acteurs responsables, même d'abord au sein de l'opposition, il y a des voix discordantes qui se sont levées pour fustiger l'inopportunité de faire les manifestations. Alors, je crois que mon point de vue est clair et l'urgence sanitaire est incompatible avec des manifestations politiques. Il faut que les Guinéens comprennent. Que vous soyez dirigeants ou opposants, ou citoyens lambda tout court, il y a un moment pour faire la politique. Il y a un moment aussi pour faire le développement. Si les deux se confondent, c'est que le citoyen guinéen sera dans un flou artistique. C'est pourquoi je lance ce message au pouvoir. Si on ne veut pas de manifestation, il faut travailler avec plus d'équité et plus de responsabilité. Et je demande à l'opposition que les manifestations violentes n'ont jamais donné le pouvoir à quelqu'un. Il faut qu'on comprenne, il faut convaincre l'électorat et prouver à la population que vous êtes un homme de paix, un homme rassembleur. C'est des vertus qu'un opposant doit avoir et des valeurs qu'un opposant doit avoir. Pour ceux qui sont au pouvoir, il faut bien que je les traduise, la préoccupation des populations aujourd'hui. La déficience de la justice, du fait que des citoyens guinéens considèrent que la justice n'est pas en leur faveur, est un élément c'est un élément de fracture sociale. C'est un élément qui crée le désamour politique au sein de la population. C'est pourquoi l'État doit être équitable, doit être juste. La justice du justiciable. La justice du justiciable et la justice doit être indépendante, impartiale et équitable dans ses décisions. On est en urgence sanitaire. L'union sacrée doit être autour de la lutte contre l'épidémie. Il ne faut pas confondre les choses. Ces derniers jours, on a constaté qu'il y avait beaucoup d'encre et de salive qui ont coulé par rapport à cette prétendue nomination de Mamadi Touakaba.
à la tête de cette institution. Et aujourd'hui, c'est Kabinet Cissé qui est le président. Quelle lecture faites-vous de cette situation? D'abord, il y a eu une très mauvaise interprétation du décret. Ça peut être par méconnaissance ou bien ça peut être par volonté manifeste de créer une confusion dans l'espace. Parce que, vous savez, ceux qui n'ont pas de conviction politique ne peuvent s'épanouir que dans des situations de confusion sociale. Donc, le décret du président ne peut que nommer un commissaire. Le président n'a pas le pouvoir de nommer le président de la CENI. Il est élu. Il est élu par ses pairs. Ça, c'est une clarification importante. Ce n'est pas ma volonté ni votre volonté. La loi 044 qui parle de la CENI est très claire. Je parle de l'article 6 et de l'article 11. L'article 6 dit que la CENI est composée de 2 représentants désignés par la société civile, Oui. 14 représentants désignés par les partis politiques de la majorité présidentielle et de l'opposition, et une personne désignée par l'administration. Et l'article 11, en cas de vacance de la fonction de commissaire ou du poste de commissaire, il est remplacé dans les mêmes conditions que sa désignation. Et si la vacance concerne le président de l'institution, dans les 15 jours, l'entité d'origine du président, qui est la société civile, désigne son remplaçant, après constat de la Cour constitutionnelle. Et quand le remplaçant est désigné, il est nommé par décret. C'est un décret de confirmation. C'est différent des décrets de nomination des membres du gouvernement. Parce que le président ne peut pas signer le décret nommant un commissaire à la CENI sans une lettre qui lui soit envoyée par l'entité d'origine du commissaire. Et la loi dit également que dans les 8 jours qui suivent la désignation du remplaçant, la plénière est organisée pour l'élection du président de la CENI. Donc Mamadou Troa Kaba n'était ni un président de la CENI, je ne sais pas quoi d'autre, mais il était envoyé comme commissaire pour remplacer le commissaire, Maître Salif Kébé, paix à son âme, qui a été envoyé également par la société civile. Et l'élection s'est tenue avant-hier, le mardi, et M. Kabinet Cissé, vice-président de l'institution, je dis vice-président, président par intérim de l'institution, a été plébiscité par les 17 commissaires de l'institution. Sur 17 votants, il a eu 16 voix. 16. Ça prouve à suffisance que la CENI a transcendé les clivages politiques pour élire quelqu'un qu'ils ont estimé être capable, pour élire quelqu'un qui ait fait consensus, qu'ils connaissent l'honnêteté, qu'ils connaissent l'intégrité. Donc, en gros, ceux qui sont en train de débattre autre chose, ils vont à l'encontre de la loi. Il y a plusieurs façons de violer la loi. Donc, je demande aux partenaires de la CENI, l'opposition, la mouvance, la société civile, la presse et les partenaires techniques et financiers de respecter la décision de la plénière de la CENI, parce que la CENI est une institution indépendante. Son indépendance est consacrée par la Constitution, consacrée par le Code électoral, par la loi 044 et par la Charte de l'Union africaine sur les élections, la bonne gouvernance et la démocratie. Donc, il faut qu'il respecte l'indépendance de la CENI. Toute injonction provenant du pouvoir, provenant de l'administration, provenant de l'opposition, sont des violations graves ou des entraves graves au processus démocratique de notre pays. Et il ne faut pas jouer à la victime éternelle. Laissons les institutions fonctionner. Si on a envoyé les gens dedans, ils ne doivent plus recevoir d'injonctions de nous. Tout à fait. Voilà. Ils doivent être libres une fois à la CENI. Et indépendants, dès qu'ils ont prêté serment. Et aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que le CNOCS fait sur le terrain pour plus de civisme, pour que certains comportements du Guinéen changent? C'est un combat de tous les jours. Mais je vais vous dire quelque chose, peut-être qui ne va pas plaire à ceux qui vont m'écouter. L'incivisme est une stratégie de conquête et de maintien du pouvoir en Guinée. Ça a été très bien réfléchi, faire de telle sorte que l'éducation ne soit pas le maillon fort de la société. Quand on veut mobiliser une société pour la bonne cause, on investit dans l'éducation et dans la santé. Nous sommes dans une situation où l'école guinéenne est malade. Tous les hommes politiques en sont conscients, mais je ne vois pas d'action réelle pour sortir de l'école, pour guérir l'école guinéenne. Donc c'est un piège politique. Je demande une fois encore aux citoyens guinéens d'être très vigilants. Il ne faut pas donner votre voix à quelqu'un sans que son programme de société ne prenne pas en compte les vrais problèmes de la société. Donc tout projet de société qui ne met pas l'école
au centre de la préoccupation, ce projet de société doit être rejeté par les citoyens. Mais pour le faire, il faut que la société civile soit sur le terrain, de manière neutre et impartiale, pour expliquer à l'électeur, pas aux partisans. Notre cible n'est pas le partisan. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes sur le terrain? Vous parlez de terrain. C'est la seule structure de la société civile qui est sur le terrain. Nous, on n'a pas besoin de quitter Conakry pour aller à Yomou. Nous avons déjà un conseil préfectoral à Yomou qui est composé d'une centaine d'organisations. Il suffit seulement que le mot d'ordre soit donné et chacun se met à la tâche. Nous avons, le CNOX a ce qu'on appelle les centres d'éducation civique et électorale, les CECE, que vous connaissez, qui sont dans les 33 préfectures et les 5 communes de Conakry. Oui. Ces centres sont des lieux d'apprentissage de la démocratie, de connaissance du processus électoral et surtout du civisme. Mais je vais vous dire, la Constitution guinéenne responsabilise l'État et les partis politiques dans l'éducation civique. À l'État d'être encore responsable face au secteur éducatif et je demande aux partis politiques d'être responsables. Ils ont une mission de promotion de l'éducation civique et politique. Mais les partis politiques en Guinée se résument à la conquête du pouvoir en utilisant l'ethnie comme le mobile pour atteindre le pouvoir. On doit inverser cette tendance. Il faut qu'on ait l'honnêteté de dénoncer ces pratiques. Même si on va nous insulter, mais la réalité est qu'on ne peut pas conquérir et maintenir le pouvoir en instrumentalisant les ethnies d'un pays. Sinon, le jour que vous serez au pouvoir, ils vont vous réclamer la facture par la violence. Donc, quiconque conquiert ou maintient le pouvoir par la violence, périra par la violence. C'est pourquoi je demande à tous les hommes politiques de la Guinée de revoir leur stratégie. Et je dis bien tous les hommes politiques, quel que soit leur bord. Je ne m'adresse pas à une mouvance parce que tout est éphémère en politique. Ceux qui étaient au pouvoir il y a quelques années sont aujourd'hui opposants. Il y a des anciens premiers ministres qui étaient aux affaires. Demain aussi, ça sera la même chose. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils se retrouveront demain opposants, car nous sommes dans une vraie démocratie qui tourne normalement. Voilà, nous sommes au terme de notre émission, Dr Dansa Kourouma. Je vais vous demander votre dernier mot pour la population guinéenne, pour ces hommes politiques qui nous suivent, pour tous nos internautes. Je demande aux hommes politiques guinéens de la responsabilité. Ce peuple a tellement souffert, ce peuple a été tant opprimé, ce peuple a été tant meurtri par plusieurs décennies de souffrance. Nous sommes encore un pays pauvre malgré nos recherches. Je demande à tous et à toutes, tous qui ont la voix au chapitre dans ce pays, qu'ils soient de l'opposition, de la mouvance, de la société civile, de la presse et les opérateurs économiques, de construire une union sacrée pour bouter hors de nos frontières Covid-19. Il ne doit pas trouver sa place en Guinée. Il faut se laver les mains régulièrement au savon. Il faut porter les masques quand vous êtes dans des milieux où vous ne pouvez pas respecter la distance de sécurité. Et à la maison, partout, respectons la distance de 1,50 m entre nous et les gens. Et la dernière chose, quand vous ressentez des symptômes, appelez les numéros et vous rendez à un centre de prise en charge. Vous vous protégez vos proches et vous protégez votre communauté. Alors si nous aimons nos communautés, il ne s'agit pas de les opposer les unes contre les autres. Il s'agit de les protéger contre cette maladie pour que chacun soit en bonne santé. Merci à vous, chers internautes qui nous suivez sur ACTV, la chaîne au cœur de l'actualité présidentielle. Pour ce numéro de l'invité, on avait Dr Dansa Kourouma, président du Conseil national des organisations de la société civile. Je vous demande de porter vos masques, de respecter les gestes barrières, la distanciation sociale. Lavons-nous régulièrement les mains pour nous protéger et pour protéger nos proches. Ensemble, luttons pour que la Covid-19 quitte notre pays. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes continuent sur ACTV.